Vous avez dirigé la RDC après cette période que vous avez mentionnée pendant 18 ans sans interruption, mais ensuite vous êtes un peu sorti de la scène publique. Qu'avez-vous fait depuis ce temps-là? Comme vous pouvez en témoigner, je suis en vie. Donc je suis en vie. Oui, 18 ans, c'est une longue période. Dans la vie d'une nation, cela pourrait être une courte période. Dans la vie d'un être humain, mais nous avons quitté nos fonctions conformément à la Constitution et nous avons mené diverses autres activités, des activités académiques, et nous avons probablement l'intention de continuer avec cela. Mais si la situation continue comme elle est chez nous, alors nous devrons certainement s'assurer que le Congo ne sombre pas et que nous sommes aussi là pour assister en tant que mission, pour faire exactement ce que nous pensons qu'il faut faire pour que cette situation ne s'aggrave pas, ce qui est essentiellement ce qui se passe aussi. Oui, monsieur. Des activités académiques. C'est étudier étudiant à l'université de Johannesburg, ce que nous avons terminé, et nous sommes actuellement, en fait, nous avons suspendu nos activités académiques il y a 2-3 mois pour simplement avoir place ou donner plus de temps et d'attention à la situation chez nous. Donc nous avons suspendu cela pendant un certain temps. Et à cause de cela, est-ce que tu reviens dans la vie publique? Voyons-nous cela parce qu'il y a des rapports disant que vous émergez de l'ombre. Je ne sais pas. Ce sont les rapports que nous lisons. Ils ont tort, ces rapports sont faux. Je n'ai jamais été dans l'ombre, j'ai toujours été à la lumière. C'est juste que je me concentrais sur certaines choses et je veux toujours donner toute mon attention à ce que je fais pour réussir. Heu Vous pouvez effectuer plusieurs tâches à la fois, mais lorsque vous êtes confronté à des problèmes très graves, le multitâche n'est pas envisageable. Et là, nous avons affaire à des problèmes très sérieux, enfin, académiquement. Et bien sûr, le Congo étant une question très sérieuse, une situation sérieuse. Donc, tu dois choisir quelle est la priorité. Et pour le moment, il est clair que la situation chez moi est devenue une priorité. Nous lisons également des rapports, et j'espère que cette fois-ci c'est correct, que tous les regards sont tournés vers vous, en particulier de la part du parti que vous dirigez, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Que tous les regards sont sur vous pour stabiliser la situation en RDC. Eh bien, je ne sais pas précisément d'où vient ce rapport, mais en tout cas, je crois que la situation en République démocratique du Congo n'est pas une situation qui a été ou peut être gérée par une seule personne. Le Congo est une nation de 120 millions d'habitants congolais. Il a des voisins, euh, pas seulement des voisins autour de ce grand pays, mais des voisins aussi loin que la région de l'Afrique australe, la Namibie, l'Afrique du Sud et les autres. Donc je crois que chaque entité, le peuple congolais, a un rôle à jouer, individuellement ou collectivement. La région a un rôle à jouer et je crois qu'ils essaient de le faire. J'aurais ou nous aurions pu vouloir que cela soit géré différemment et probablement mieux que la façon dont cela a été géré, mais tout de même, je crois que c'est la bonne volonté et les bonnes intentions qui comptent. Et vous devez canaliser toutes ces bonnes intentions et créer une énergie suffisante, une énergie positive, afin de faire face à la situation. Donc oui, notre parti, notre plateforme politique est très impliquée et continuera de l'être afin d'apporter non seulement la paix et la stabilité, mais aussi la cohésion nationale au sein du pays.
car c'est l'un des éléments, sinon l'élément majeur qui fait défaut et qui a conduit à la situation actuelle, telle que nous la connaissons. Mais, comme je l'ai dit, euh, je ne, j'ai pris soin de ne pas parler du Congo et de sa politique interne. Être en dehors du Congo, je ne vais pas en faire une exception pour la Corporation de radiodiffusion de Namibie. Oui. Donc, pas d'exception. Nous respectons cela à 100%. Il y a évidemment de nombreuses raisons à cela. Mais en 2008, c'est vous qui avez signé l'accord de paix avec les groupes rebelles dans l'est de la RDC. Est-il mal de vous voir comme un acteur clé de la paix dans ce conflit? Eh bien, nous avons déjà parlé de la paix. En fait, cela découle de la compréhension que vous ne pouvez pas avoir de développement, qui est l'objectif ultime de tout gouvernement, de tout peuple. Le développement et le bien-être économique des gens, vous ne pouvez pas avoir cela sans avoir la paix. Donc la paix, c'est la priorité, sinon le fondement de quoi que ce soit. Et vous ne pouvez pas avoir de paix si vous avez des injustices au sein d'une société. Donc, pour revenir à votre question, oui, beaucoup d'arguments, en fait, ont été signés, pas seulement en 2008. Je crois que le premier, majeur, vous pourriez l'appeler, était un accord que nous avons signé à Osaka, à créer un gouvernement de transition. Jusqu'en 2006, les élections subséquentes ont été organisées avec la Constitution ayant été adoptée par référendum en 2006, puis des élections. Oui, nous avons eu des hauts et des bas aussi, en tant que gouvernement avec des rébellions, à gauche et à droite, principalement à l'Est, mais pas uniquement à l'Est. Et nous avons traité ces deux choses de deux manières, c'est-à-dire nous avons utilisé des négociations comme un outil, mais nous avons également renforcé notre capacité à faire face à une telle situation sur le plan militaire, et c'est ainsi que nous avons réussi à apporter la paix. À 98% de la région, à l'Est, à l'Ouest, à travers le pays. Maintenant, les combats en cours ont leurs racines dans ces causes profondes, dans de très nombreuses autres situations, comme vous pourriez les appeler la gouvernance, étant un problème, les injustices étant un problème, constitution qui ne sont pas respectées. Il y a donc de très nombreux problèmes qui entrent en jeu. Et quand vous avez une telle situation en interne, vous devez faire très attention à ce que vous dites. C'est la dynamique interne. Vous aurez des acteurs externes qui vont aussi recadrer, et c'est ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, pendant que nous parlons, vous avez un certain nombre d'armées qui sont déployées au Congo, et chacun des pays a ses propres intérêts. Donc, ce sont les contradictions auxquelles nous avons été confrontés en 2001. Nous avons réussi à nous débarrasser de cela, mais elles ont refait surface, et c'est un défi que nous devons relever de front en tant que Congolais, avec tous nos voisins, avec la région SADC, et maintenant les membres de la communauté est-africaine. Donc ce sont les défis qui doivent être relevés de front et à être traités afin que la paix ne soit pas juste des mots prononcés à gauche et à droite. Vous parlez du retrait des troupes étrangères et ainsi de suite de la RDC. Diriez-vous que c'est le premier pas vers l'obtention de cette paix, insaisissable en RDC? Eh bien, d'après mon expérience,
D'après mon expérience, en 2001, nous avons pris une décision audacieuse. Soit nous avons pris cette décision parce que nous étions très courageux, soit nous l'avons prise parce que nous étions très jeunes, mais dans tous les cas, c'était une décision très audacieuse. Notre décision en 2001 était que nous croyons que toutes les troupes étrangères doivent quitter le Congo pour que la paix soit atteinte, et afin de donner aux Congolais la flexibilité de parler de cette chose qu'on appelle la paix. Et c'est ainsi que la plupart de ces troupes, quand elles sont parties, les Congolais ont été laissés à eux-mêmes pour gérer leurs propres problèmes, mais bien sûr avec le soutien et l'accompagnement des partenaires du groupe de base, la région et au-delà les Nations unies aussi. Est-ce la bonne perception que vous avez en ce moment? Eh bien, comme je l'ai dit, vous avez des dynamiques internes qui ont fait en sorte que vous avez des gens qui ont pris les armes, vous avez le gouvernement qui se bat, ceux qui l'ont fait, eux, les raisons sont diverses. Et j'ai parlé des acteurs externes aussi. Ce sont des pays qui sont impliqués sans nécessairement les nommer. J'ai parlé de 7 pays qui sont déjà impliqués et probablement d'autres, je suppose, qui vont s'ajouter. Donc, la toute première chose qui, je crois, doit être réalisée, c'est d'instaurer en interne un consensus. Lorsque vous atteindrez ce consensus, alors vous serez définitivement sur la bonne voie pour trouver une solution. C'était notre approche en 2001. Mais aujourd'hui, cela pourrait aussi être la meilleure approche en matière de respect. Vous avez parlé du retrait des troupes étrangères, et ainsi de suite, de la RDC. Diriez-vous que c'est le premier pas vers l'atteinte de cette paix insaisissable? En RDC, Eh bien, d'après mon expérience, euh, il y a longtemps, en 2001, nous avons pris une décision audacieuse. Nous avons pris cette décision parce que nous étions très courageux, ou nous avons pris cette décision parce que nous étions très jeunes, mais dans tous les cas, c'était une décision très audacieuse. Notre décision en 2001 était: nous pensons que toutes les troupes étrangères doivent quitter le Congo afin que la paix puisse être atteinte et afin de donner aux Congolais la flexibilité de parler de cette chose qu'on appelle la paix. Et c'est ainsi que la plupart de ces troupes sont parties. Les Congolais ont été laissés à eux-mêmes, mais bien sûr avec le soutien et l'accompagnement des partenaires du groupe central de la région et au-delà, les Nations unies aussi. Mais est-ce la même thérapie qui peut ou va fonctionner, le même miracle aujourd'hui? Maintenant, nous devons nous asseoir et nous plonger là-dedans, nous y attarder, mais je crois qu'il n'y a rien de plus important qu'un pays soit dans ses frontières souverain, des décisions souveraines, et qu'il n'y ait pas cette armée en train de se battre, y compris des mercenaires, des centaines de groupes armés. Maintenant, quand vous avez un tel mélange, eh bien, c'est une situation plutôt indésirable. c'est en effet très complexe. Mais en termes de la situation elle-même, le président Ruto est en train de médiatiser et il a un rôle très difficile à jouer. Je pense que c'est très complexe à ce sujet. Mais comment voyez-vous sa médiation aider à au moins parvenir à un certain accord sur ce que nous disons aujourd'hui? Vous voyez, vous me ramenez à parler de le Congo et ses dynamiques internes, mais je ne sais pas si vous voulez une réponse de un homme d'État âgé, moi-même, ou si vous voulez une réponse de juste un ancien président.
Si jamais quelqu'un voulait mon avis sur cette question particulière, mon conseil pourrait être parler au peuple congolais. Ils savent mieux, ils savent le mieux, parce qu'ils y ont déjà été. Ils ont gravi cette montagne, ils sont descendus dans la vallée. C'est une autre montagne à gravir. Ils savent mieux comment, où, de quoi ils souffrent. Je sais que l'initiative est de faire venir des médiateurs de l'Afrique de l'Ouest, d'autres pays africains, mais aucun médiateur ne vous dira jamais qu'il ou elle connaît le Congo mieux que les Congolais. Et je pense que cela devrait être la première étape. Et puis la deuxième étape, bien sûr, devrait être la bonne volonté. Comment jugez-vous la bonne volonté, les bonnes intentions des acteurs? Et, bien sûr, troisièmement, quelles sont les garanties que ce que vous faites apportera la paix dont nous parlons? Donc, je pense que c'est un processus qui est encore à ses débuts. Et je n'ai pas tous les détails, donc je devrais vraiment m'abstenir d'entrer dans ce que fait le président Ruto. Nos dirigeants d'église essaient aussi de faire quelque chose, mais avec le temps, je pense que nous aurons tous les détails et nous pourrons nous faire notre propre jugement. Mais mon conseil est cela. Mais actuellement, il y a aussi le sentiment que le peuple de la RDC, ils se battent entre eux. Si vous regardez la partie est de la RDC, il y a cette perception. Est-ce correct? Perception que vous avez en ce moment. Eh bien, comme je l'ai dit, vous avez des dynamiques internes qui ont fait en sorte que vous avez des gens qui ont pris les armes. Vous avez le gouvernement qui se bat. Ceux qui l'ont fait, les raisons sont certainement diverses. Et j'ai parlé de l'externe. Les joueurs aussi, ce sont des pays qui sont impliqués. Sans nécessairement les nommer, j'ai parlé de 7 pays qui sont déjà impliqués et probablement d'autres qui devraient devenir. Donc, la toute première chose qui, je crois, doit être réalisée, c'est d'instaurer en interne un consensus. Lorsque vous atteignez ce consensus, alors vous serez définitivement sur la bonne voie pour trouver une solution. C'était notre approche. En 2001, cela pourrait également être la meilleure approche aujourd'hui, alors que nous parlons. Au moment où vous avez quitté le bureau, vous aviez une très bonne alliance avec le président Félix Tshisekedi. Quel est l'état actuel de cette relation? Oui, quand j'ai quitté le bureau, nous avions une coalition, nous avions un gouvernement de coalition, ou gouvernement de coalition, comme nous l'appelions, qui était en place. Eh bien, ce gouvernement, unilatéralement, s'est arrêté, ou la coalition a pris fin parce que le président a décidé qu'il n'en avait pas besoin, mais nous en avons pris note. Et maintenant, nous en avons pris note. Alors, quel est l'état de la relation? Eh bien, je ne suis pas en position de le dire. Vous me ramenez à la politique interne. Prie m'excuser. Parlons de la Namibie. Oui, Votre Excellence, en conclusion, un ancien homme d'État de 53 ans, vous vous qualifiez d'homme d'État âgé. Que nous réserve l'avenir pour président Joseph Kabila? Pour ceux qui croient en Dieu comme moi, je dirais, eh bien, seul Dieu sait. Nos intentions sont d'être très disponibles pour servir notre pays, à servir notre peuple, continuer à servir notre peuple et servir la région. Aussi l'Afrique, parce que le Congo est un pays africain, la Namibie est un pays africain, et ce que nous devrions considérer, ce n'est pas seulement vous ne m'en voudrez pas si je dis nos petits pays, mais le continent dans son ensemble.
parce que nous sommes plus grands, nous sommes plus forts. En tant que continent, en tant qu'Africains, au lieu de simplement être Congolais, Namibiens, et ceci et cela. Donc, nous avons encore un peu d'énergie pour continuer à servir cette même cause.